Une question sur Twitter, hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. Êtes-vous prêts à voter pour une liste emmenée par un trio dont la tête est François-Xavier Bellamy? On vous pose d'autant plus cette question ce matin après avoir entendu cette déclaration, cette réticence sur François-Xavier Bellamy. Elle est exprimée par le maire LR de Nice, Christian Estrosi. Je ne peux pas dire qu'il me satisfasse. Je lis, je m'intéresse à son propre parcours. Quelqu'un d'extrêmement conservateur, quelqu'un qui a des positions que je ne partage pas du tout, à la fois sur l'IVG, à la fois sur le mariage pour tous, à la fois sur la PMA. Je ferai mon choix lorsque je connaîtrai le projet, lorsque je saurai si la France des territoires est représentée et lorsque je saurai si les Républicains ont de nouveau réussi à prendre la voie et le chemin de l'ouverture et de l'expression de différentes sensibilités, ce qui n'a pas été le cas ces derniers mois. Bonjour Marion Mourgue. Bonjour Vincent. Vous suivez les Républicains au service politique du Figaro. Quand on entend Christian Estrosi s'exprimer de la sorte ce matin, on se dit que ce trio qu'on a annoncé en exclusivité sur le Figaro et sur le Figaro.fr dès hier matin, grâce à vous, on n'est pas sûr que ce trio mène la liste des Républicains. A priori, il y a quelques réticences, mais a priori, le choix va être entériné en fin de journée par la Commission nationale d'investiture. Qui est présidée par le grand rival de Christian Estrosi, Éric Ciotti. Voilà, donc vous avez mis le doigt sur quelques jeux politiques qui peuvent avoir lieu. Alors c'est vrai que certains élus ont fait entendre une petite critique en disant François-Xavier Bellamy est trop conservateur, mais c'est aussi une des sensibilités de la droite, et donc la liste veille à représenter finalement toutes les sensibilités de la droite et d'intégrer des nouveaux visages et aussi des élus sortants. Et en particulier, c'est la nouveauté, c'est la surprise sortie du chapeau de Laurent Wauquiez, ce trio. Est-ce que, justement, dans la constitution de ce trio, il fallait y voir une crainte de Laurent Wauquiez d'imposer François-Xavier Bellamy seul ? Il n'y avait pas une crainte, c'est-à-dire que les négociations avec François-Xavier Bellamy ont commencé début octobre, en tout cas ils se sont rencontrés, ils ont évoqué l'idée d'Europe. On parle du 2 octobre. Exactement, mais depuis le début, depuis son arrivée à la tête des Républicains, Laurent Wauquiez a toujours manifesté ce souci de faire monter une nouvelle génération. Et donc là, c'est assez cohérent, l'idée qui est François-Xavier Bellamy, mais qui est aussi d'autres visages. Parce qu'encore une fois, comme il y a des sortants, si vous n'avez que des sortants sur la liste, c'est compliqué d'être attractif au moment où les sondages sont assez mauvais pour les Républicains. On va y revenir. On dit également que François-Xavier Bellamy a insisté également pour ne pas incarner seul le renouveau des Républicains. En fait, de part et d'autre, c'était la même demande. C'est-à-dire que François-Xavier Bellamy avait envie d'être sur la liste, mais en effet, pas forcément d'être seul, parce que c'est assez lourd comme responsabilité, y compris en cas de mauvais score. Et de l'autre, il y avait la volonté de la direction qui est des nouveaux visages, de créer la surprise, et ça compte aussi en politique. Vous suivez donc les Républicains depuis longtemps, et vous suivez également François-Xavier Bellamy depuis longtemps. Est-ce que vous pouvez nous en parler, justement, de faire un petit peu le portrait? Donc, jeune philosophe de 33 ans, adjoint au maire de Versailles. Mais est-ce que, outre ses brillantes capacités intellectuelles, dont en tout cas tout le monde parle, il a des réelles capacités politiques? Ce qui est intéressant avec François-Xavier Bellamy, c'est qu'entre guillemets, il a deux jambes. En effet, il y a ce volet intellectuel, agrégé de philosophie, normalien, donc une tête bien faite. Passé par Henri IV, la prépa la plus dure de Paris. Avec une mémoire qu'il a travaillée dès le départ, depuis l'enfance, donc il est capable de réciter de grands textes et de les faire siens. Et puis de l'autre, il y a cette jambe politique, c'est-à-dire que ça fait déjà 10 ans qu'il est adjoint au maire de Versailles, donc il a une expérience du terrain, c'est une expérience aujourd'hui au niveau local, mais il est capable d'avoir aussi une pensée politique qui n'est pas forcément la même qu'une pensée intellectuelle, puisqu'il y a l'idée d'être aussi un peu plus concret. Donc il avait échoué aux législatives en 2017, il n'est pas le seul. Un peu plus de 800 voix. Et c'était assez compliqué pour la droite, la dernière élection. Oui, c'est intéressant que vous disiez ça, parce que ses détracteurs lui reprochent d'avoir perdu une élection imperdable. Il ne faut pas oublier que François-Xavier Bellamy, quand il se présente à Versailles, ne se présente pas simplement sur la ville de Versailles, mais la circonscription de Versailles comprend également des villes alentours qui votent très à gauche. Et encore une fois, l'élection de 2017, il y a une vague pour En Marche qui fait que nombre d'élus LR et même des ténors et même des sortants ont été balayés. Donc il faut aussi remettre ça dans son contexte. Et aujourd'hui, François-Xavier Bellamy l'affirme, il nous le disait encore dans une interview la semaine dernière, il veut que cet engagement politique soit durable, donc il est prêt un peu à changer de casquette et à devenir plus acteur qu'observateur.
J'entends en tout cas les explications que vous donnez, et en particulier donc, la nuance qu'on apporte sur sa défaite aux législatives, qui a été quand même qui était d'une courte tête, hein, un peu plus de 829 voix, il me semble. En revanche, il a créé un mouvement uni pour servir. Est-ce que ça lui a servi Non, c'est-à-dire que ce mouvement, sans être désagréable, c'est plus une coquille vide. Aujourd'hui, il n'y a pas de vraie existence. Il n'a pas sa carte aux Républicains, donc peut-être que ce sera la prochaine étape. Mais en tout cas, son parti aujourd'hui n'a pas servi à grand-chose. Il est plus dans l'animation du débat intellectuel, mais pas encore dans l'animation du débat politique pour l'instant. Les deux autres têtes du trio, Agnès Evrin, Arnaud Danjean, comment Laurent Wauquiez s'y est pris avec eux pour les convaincre ? Alors, ce qui est drôle, c'est que les négociations se sont faites jusqu'à vendredi, assez tardivement. Plusieurs scénarios ont été testés. Agnès Evrin, elle a à la fois un pied dans la politique depuis des années. Elle est proche de François Baroin, notamment. Elle a été aussi de Valérie Pécresse. Mais pour le grand public, elle n'est pas très connue. Donc, c'est aussi cette idée d'un nouveau visage avec un parcours militant. Et Arnaud Danjean, qui a une sensibilité juppéiste à la base, un député sortant, qui est reconnu par tous. Et jusqu'à tardivement, il pensait, Arnaud Danjean, qu'il ne serait pas repêché sur la liste, justement du fait de ce soutien de son juppéisme. Et est-ce que le juppéiste Danjean, est-ce que la pécressiste Evrin n'ont pas eu les mêmes réticences que on les entendra tout à l'heure, les Éric Woerth, les Christian Estrosi, que les Gérard Larcher, à l'égard de la nomination à leur tête de François-Xavier Bellamy? Non, parce qu'ils ont été d'accord sur, en tout cas, la philosophie générale, et François-Xavier Bellamy nous le disait encore, l'Europe est nécessaire, mais il faut la changer, et pour la changer, il faut la changer de l'intérieur. Donc là-dessus, ils sont d'accord tous les trois. Alors c'est une des questions, est-ce que c'est sur ça qu'ils vont faire campagne? Sur quoi les Républicains comptent faire campagne dans un domaine où, justement, ils ont souffert beaucoup d'ambiguïté? Ils veulent faire campagne sur l'idée d'une troisième voie, entre celle d'En Marche, qui serait un européisme trop béat, et puis Marine Le Pen ou Nicolas Dupont-Aignan, avec l'idée que ce serait la sortie de l'Union européenne. Donc ils veulent à la fois défendre l'Europe, mais encore une fois, la travailler de l'intérieur pour la changer. La synthèse, comme le trio. Le reste de la liste n'est pas encore constitué. Vu les scores prédits, on imagine que les sortants doivent se battre c'est un peu ça. Au couteau et à l'arme blanche pour avoir une place éligible. Oui, parce qu'aujourd'hui, les sondages sont autour de 12%, ce qui n'est pas très bon. Ça veut dire que Ils avaient fait un peu plus, à près de 20% aux dernières élections. Donc vous avez une perte en termes de sièges et de positions éligibles. On en connaît déjà 3. On a 4 sortants qui sont à peu près assurés d'être sur la liste. Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati ou Geoffroy Didier. Et donc ça fait peu pour ceux qui restent et qui veulent être sur la liste. Dernière question, Marion. Est-ce que les militants sont soulagés ? Ils sont contents de cette surprise, entre guillemets, parce que pour la première fois depuis longtemps, Laurent Wauquiez reprend un peu la main, en tout cas sur l'agenda médiatique et politique. Et on va voir si ça dure. Est-ce que vous partagez justement ce sentiment? Êtes-vous prêt à voter pour une liste emmenée par François-Xavier Bellamy? En tous les cas, si vous êtes un électeur des Républicains. C'est la question qu'on vous pose ce matin sur Twitter. #Figaro Live, #les décrypteurs. On le disait, dans ce trio, il y a donc, outre l'élu de Versailles, François-Xavier Bellamy, et l'ancien des services, Arnaud Danjean, une proche de Valérie Pécresse. Elle s'appelle Agnès Evrin. Elle a au moins une qualité, elle est lucide sur son parti. Vous savez, on a un parti qui est totalement sorti rincé de toutes ses défaites. Aujourd'hui, il est dans une étape de reconstruction de la droite et je lui souhaite beaucoup de courage. Oui, on n'est pas audible parce qu'il est vrai que notre électorat avait été un peu hypnotisé, il faut le dire, à l'époque par Emmanuel Macron. Tous les partis politiques. On est inaudible. On est inaudible. Bonjour Karl Meus. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef politique du Figaro Magazine et organisateur notamment du grand débat du Figaro Magazine et auquel nous vous invitons à envoyer vos contributions et en particulier vos contributions vidéo. Vous êtes également spécialiste des Républicains. Vous avez suivi la campagne de François Fillon. Vous avez suivi également les Républicains depuis l'arrivée et l'avènement de Laurent Wauquiez. Est-ce qu'on peut dire quand même que la nomination de ce trio est, quoi qu'on pense de Laurent Wauquiez, quoi qu'on pense des Républicains, une réussite pour leur patron? C'est une réussite au sens où il y a l'effet de surprise. Tout le monde l'attendait au tournant. On savait qu'il allait avoir François-Xavier Bellamy et qu'il y avait une levée de bouclier. Et au fond, pour atténuer l'effet négatif d'un Bellamy qui est contesté, il a habilement changé les règles du jeu en disant finalement, à la commission d'investiture, ça ne sera pas la tête de liste, mais 3 personnes,
en associant quelqu'un qui est proche à la fois de François Baroin et de Valérie Pécresse et un ancien jupéiste qui permet, estime-t-il, d'atténuer en tout cas les critiques. Le seul problème, c'est que on voit bien qu'il y a quand même un ordre hiérarchique et qu'il y en aura quand même toujours un qui sera tête de liste. Et sur les plateaux télévision, quand vous les inviterez dans vos émissions, l'invitation est lancée. Voilà, pour faire les têtes de liste qui s'affrontent, eh ben, ça ne sera pas Agnès Séverin ou Arnaud Danjean qui iront, mais François-Xavier Bellamy qui sera face à Bardella et face à Aubry de la France Insoumise. Outre ça, il y a dans ce trio, si on prend le trio, donc trio magique, effet de surprise réalisé, maintenant, est-ce qu'ils sont d'accord entre eux? En tout cas, est-ce qu'ils peuvent se mettre d'accord entre eux? Oui, parce qu'aujourd'hui, ils sont divergents idéologiquement. Ils appartiennent. Alors, François-Xavier Bellamy n'est pas membre des LR, mais enfin, il en est assez proche. Et Arnaud Danjean et Agnès Séverin appartiennent au même parti. Donc, déjà, on voit bien qu'il y a une convergence. Ensuite, tout le monde feint d'oublier une chose, mais il y a eu un Conseil national le 30 juin 2018 des Républicains à Menton, qui avait pour objectif justement déjà de parler du fond, de rapprocher. Et Ils s'étaient mis d'accord sur quoi d'ailleurs à cette occasion-là? Ils s'étaient mis d'accord sur le fond, c'est-à-dire sur l'idée que l'Europe devait être une Europe qui protège, ça devait plus être... Laurent Wauquiez a mis beaucoup d'eau dans son vin, si on prend les positions qu'il avait auparavant où il disait il faut un noyau dur de quelques États et puis rejetant tout le fédéralisme, étant très, très sûr sur ses positions. Europe puissance à géométrie variable. Oui, on n'en parle plus aujourd'hui. Le vieil rêve post-gaulliste des années 80. On n'en parle plus. Laurent Wauquiez voulait un nouveau traité. Ça n'y est plus. Donc il est allé... si on peut simplifier, sur les positions de Valérie Pécresse à Menton. Donc quand on dit aujourd'hui on attend de voir quel va être le programme, mais ils l'ont déjà le programme pour les élections européennes, les LR. Un mot de portrait. On a parlé de François-Xavier Bellamy. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot d'Agnès Séverin qu'on a découvert? Oui, Agnès Séverin est une élue parisienne. Les internautes du Figaro ont découvert, puisqu'elle avait été invitée du talk de Yves Tréhard. Bien sûr. C'est une jeune élue parisienne qui est également vice-présidente du Conseil régional, qui a travaillé avec Xavier Darcos au ministère et plus récemment avec François Baroin quand il était à Bercy. Elle est assez proche de lui. Et donc c'est une élue qui incarne la féminisation du mouvement, le rajeunissement et le renouvellement, puisque pour le coup, c'est quelqu'un qui n'est pas dans les radars politiques depuis très longtemps. Et comme le souligne Vincent Trenet-Villers dans son éditorial du Figaro ce matin, également le côté entrepreneur. Oui, elle avait, au sortir du quinquennat de Nicolas Sarkozy, elle a créé son entreprise de communication, de conseil en communication, et donc elle a tout à fait cette palette-là d'une droite libérale, mais modérée. Il y a une autre figure, c'était peut-être celle qui était la plus connue, en tous les cas, c'est le seul sortant du trio, c'est Arnaud Danjean. Oui, Arnaud Danjean, alors pour le coup, c'est presque, il fait figure d'ancien, même s'il n'a que 48 ans, mais il est déjà à son 2e mandat de député européen. Donc c'est aussi, là, on voit bien qu'au-delà de l'aspect ancien jupéiste, parce qu'il faut savoir qu'il il s'est éloigné d'Alain Juppé, parce que lui est resté chez les Républicains et n'est pas du tout d'accord avec l'idée d'aller à En Marche ou de soutenir une liste En Marche. Donc là, quand on dit c'est un jupéiste, il faut faire attention. Il y a des anciennes étiquettes qui ne jouent plus forcément complètement aujourd'hui. Mais Arnaud Danjean donc, fait figure d'ancien, d'expérimenté, et au fond, c'est assez utile dans cette campagne, puisque François-Xavier Bellamy et Agnès Séverin n'ont pas du tout cette expérience. On a une idée de ce que Nicolas Sarkozy pense de cet attelage ? Eh bien, en tout cas, on sait que, grâce à Marion Moore, que Laurent Wauquiez a soumis cette idée à Nicolas Sarkozy. On sait depuis longtemps que Nicolas Sarkozy avait dit à Laurent Wauquiez qu'il ne pouvait pas échapper à être lui-même tête de liste. À la fois parce que lui l'a fait en 1999, mais... qui a été l'une des plus grandes contre-performances de Nicolas Sarkozy. Voilà, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles... derrière la liste Pasqua-Villiers, qui, de mémoire, avait fait aux alentours de 15%. Oui, j'étais assez proche, mais en tout cas, la liste officielle était arrivée derrière. Donc, est-ce que c'est Nicolas une raison Sarkozy pour avait lesquelles... démissionné le lendemain. Voilà. Est-ce que c'est une raison pour laquelle Laurent Wauquiez a préféré ne pas y aller
se disant que derrière cet amical conseil, il y avait peut-être un piège, on ne peut pas totalement l'exclure. Selon vous, les chances de réussite de ce trio ? On va le voir dans une campagne. L'intérêt d'une campagne électorale, c'est votre pronostic, Karl. Je ne fais plus de pronostics depuis la campagne de 2017, où tous les sondages avaient donné le candidat de la droite vainqueur. Non, en revanche, ce qu'on peut dire une chose qui est assez sûre, même si ce n'est pas une loi écrite, c'est que les élections européennes n'ont jamais structuré la vie politique française. Et vous preniez l'exemple de 1999, où Charles Pasqua-Villiers sont arrivés devant Nicolas Sarkozy. Et Alain Madelin. Voilà, sauf qu'à la présidentielle qui a suivi, ça n'a rien créé. Quand les Verts ou Jean-Pierre Chevènement ont fait des bonnes surprises avec des bons scores, derrière à l'élection présidentielle, ça n'a rien créé. Donc forcément, si ça tangue, parce que ce qu'on peut faire, ce qu'on peut donner, c'est un étiage. C'est-à-dire que si la liste des LR est en dessous du score de Nicolas Sarkozy de 99, qui est un des plus mauvais à 12,5, c'est sûr que ça va tanguer. Sauf que Laurent Wauquiez a verrouillé son parti. Et je souhaite bien du plaisir à ceux qui veulent le pousser dehors pour essayer d'y arriver. Conquérir. Merci beaucoup, Karl, pour ces précisions. On va justement y revenir dans un instant sur tous ces pronostics avec Emmanuel Rivière de Kantar Public. Vous, comment vous évaluez justement les chances de ce trio ? Seriez-vous prêt à voter pour cette liste ? C'est la question qu'on vous pose en ce moment sur Twitter, #FigaroLive, #Les Décrypteurs. Vous êtes une large majorité à répondre non. Vous avez été nombreux à répondre. Eh bien, dites-nous pourquoi et venez commenter, venez débattre avec nos décrypteurs. On a beaucoup parlé des convictions de François-Xavier Bellamy, on a beaucoup parlé de ses convictions, notamment sur l'IVG. Il faut savoir que François-Xavier Bellamy est l'auteur de 2 ouvrages, Les Déshérités et Demeure, et il a développé, en tous les cas, une idée sur le rôle que doit jouer aujourd'hui la droite. Voici ce qu'il en disait sur le plateau de Salut les Terriens, l'émission présentée par Thierry Ardisson. Je crois qu'il y a quelque chose qui a parasité le débat politique pendant longtemps, qui était le marxisme. Ouais. Et donc, pendant très longtemps, soit on était du côté de l'Est du mur de Berlin et on voulait l'économie administrée. Et si on s'opposait à ça, on défendait d'abord une économie libérale. Et tout se passe comme si, au fond, la droite s'était concentrée fondamentalement sur des questions économiques, alors qu'en réalité, ce qui compte, c'est de proposer un vrai modèle de société, un vrai modèle qui puisse nous permettre de reconstruire du commun aussi. C'est ça qui compte le plus. Bonjour Emmanuel Rivière, merci d'être avec nous, vous dirigez l'Institut Kantar Public. Si on regarde le dernier chiffre du sondage d'un autre institut, ELAB, la liste des Républicains est créditée de 12,5% s'il n'y a pas de liste Gilets jaunes aux européennes. Et s'il y a une liste Gilets jaunes aux européennes, les Républicains sont crédités de seulement 11,5%. Est-ce que ce sont vos chiffres ? Est-ce que ça vous paraît crédible ? Je pense qu'il faut commencer par dire que les sondages sur les élections européennes faits au mois de janvier... Vous n'allez pas me dire qu'il ne faut pas croire aux sondages. Si, je vais exactement vous dire ça. Je veux dire que c'est intéressant pour voir où on en est, parce que ça donne des bases pour pouvoir suivre comment la campagne va se passer, ça donne une idée de la situation politique. Enfin, c'est quand même assez vaporeux. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui un tiers des Français qui savent qu'il y aura des élections européennes au mois de mai. Donc, ça vous donne une idée un peu de la solidité. Les élections européennes, elles ont comme caractéristique... C'est probablement d'ailleurs à regretter que les gens s'y intéressent tard et que tout se joue dans les dernières semaines. Mais voilà, si on regarde l'ensemble de ces sondages, d'ailleurs, ça montre bien que tout ça n'est pas stabilisé, puisque sur les 4 ou 5 dernières intentions de vote publiées par les uns ou par les autres, on est entre 8 et 12 pour les Républicains. Il y a beaucoup d'incertitudes, et notamment d'ailleurs, qui va diriger les listes. Parce que ça, c'est un point qui est important, une des conséquences du changement de mode de scrutin, c'est qu'il y a une tête de liste, et non pas des têtes de liste régionales. Oui, donc, on sait que c'est François-Xavier Bellamy. C'est la première fois, donc depuis 2004, de mémoire, ou 2004, les élections européennes redeviennent un scrutin, la circonscription redevient nationale. Voilà, c'est la dernière fois, c'était en 99. Et on était passé sur des scrutins de liste régionales. Donc, d'ailleurs on sait mieux grâce à vous aujourd'hui, qui est François-Xavier Bellamy, les Français l'ignorent totalement. Donc, ça va être un des points importants. C'est-à-dire, est-ce qu'on va rentrer dans cette campagne, comme un peu d'ailleurs, ça s'était passé pour la campagne de François Fillon à la fin de l'année 2016, avec une polémique déjà déclenchée dans son propre camp sur quelles sont ses idées, est-ce qu'il est trop conservateur. Rappelez-vous cette espèce de polémique sur la position de François Fillon sur l'IVG qui avait un peu fait trébucher sur le début de campagne. Il y avait eu d'autres ennuis par la suite, mais voilà, ça peut être un point. L'autre danger, je pense, pour les Républicains, c'est que par une espèce de fainéantise, beaucoup de gens abordent ce débat des européennes comme s'il s'agissait de se positionner pour ou contre l'Europe. Les choses sont infiniment plus complexes, et bien sûr qu'il y aurait un débat pour dire
changer l'Europe, être dans l'Europe, mais vouloir qu'elle fonctionne autrement sur un certain nombre d'aspects. Mais voilà, la ligne de plus grande pente, c'est quand même pour-contre. Donc ça devient un peu plus compliqué pour des acteurs qui n'ont pas une thématique très segmentante par rapport à ça. Et comme ça a été rappelé tout à l'heure... Des idées très claires comme les Républicains sur les questions européennes. Voilà, ça a été d'ailleurs aussi un sujet pour le Parti socialiste. Le référendum de 2005 avait bien montré comment ce parti-là était cisaillé sur l'Europe, et pour les Républicains, ça peut être un autre sujet. Et puis derrière, je crois qu'il y a un enjeu qui est celui des thématiques porteuses. En fait, pourquoi est-ce que les gens vont voter aux européennes maintenant, pas pour faire gagner un parti. Ça, c'est fini, c'est derrière nous. C'était au siècle dernier, quasiment, ça. C'est soit pour exprimer quelque chose à l'égard de l'Europe, soit pour porter une thématique. Donc la question qui se pose, c'est celle des thématiques pouvant être portées et être porteuses pour les Républicains. Alors justement, quelles sont les thématiques, parmi celles qui ont émergé ces dernières semaines, que LR aurait intérêt à prendre pour sa campagne européenne ? Il y en a 3 qui s'offrent immédiatement à l'esprit, d'ailleurs pas que pour les Républicains, parce que rappelons qu'il s'agit d'envoyer des gens qui vont siéger dans un groupe, qui d'ailleurs est le groupe le plus puissant, le groupe PPE à l'échelle européenne, et Parti populaire européen, sur laquelle il y a effectivement une thématique qui est le contrôle de l'immigration, qui est une des priorités à l'échelle européenne de leur électorat. Simplement, cette thématique, elle est disputée sur le territoire français par le Rassemblement national. Il y a une autre thématique qui est forcément importante pour un électeur républicain, c'est tout ce qui concerne l'encouragement aux entreprises, la reconnaissance du travail, des sujets autour de la fiscalité, etc. Mais il se trouve qu'en France, cette thématique, elle est portée par des gens avec des gilets jaunes actuellement. C'est difficile de se frayer un chemin. Il y a un troisième thème qui me semblerait important aujourd'hui dans le positionnement des Républicains, dont ils se sont bien emparés d'ailleurs à plusieurs égards, c'est celle des territoires, c'est celle de la défense des collectivités locales, de la manière dont les décisions nationales s'articulent avec une expérience locale. Ça, je pense que c'est intéressant. Il se trouve que c'est plus compliqué de la formuler pour des élections qui ont un caractère supranational. Il y a un autre raisonnement qu'on prête à Laurent Wauquiez, c'est que la participation aux européennes étant faible, il faut mobiliser son électorat. Et dans ce cadre, la candidature de Bellamy pourrait mobiliser le noyau dur de l'électorat LR. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Je partage le début de l'analyse, qui est celle qui consiste à dire que dans une élection avec moins de 50% de participation, rien que mobiliser la proportion de Français qui nous disent aujourd'hui se sentir sympathisants les Républicains, et dans le baromètre pour le Figaro Magazine, ils sont autour de 10% selon les mois. Ben rien que ça peut faire effectivement un potentiel. Après, la question c'est, est-ce qu'il y a vraiment alignement de cet électorat-là avec le positionnement de François-Xavier Bellamy ? Probablement en majorité, peut-être pas la totalité. Mais ensuite, est-ce qu'ils ont envie que ce soit ça ? Ce qu'il y a d'implicite dans les positionnements de François-Xavier Bellamy, qui soit l'angle principal pour les européennes. Il y a quelque chose qui est un important vecteur du vote aussi, ce n'est pas simplement sur quelle thématique, de quoi on va parler, mais c'est la fierté. Alors, on a évoqué tout à l'heure un certain nombre des atouts personnels de ce candidat. Ce sur quoi Laurent Wauquiez insiste, une droite décomplexée qui s'assume, qui assume ses valeurs. Oui, mais simplement, là aussi, il y a... Puis la difficulté des européennes, c'est que l'offre est pléthorique et ce sont des élections où se découe un peu l'espace politique et, comme Karl le rappelait tout à l'heure, pas forcément de manière durable. Donc il y a beaucoup de dangers aussi que sur un certain nombre de thématiques, si on s'éparpille trop, on soit très concurrencé par des listes qui s'emparent de manière plus claire de ces thématiques. Donc là, il y a un pari. Effectivement, la nouveauté en ce moment semble être une valeur prisée par les gens en politique. L'absence de notoriété peut être quand même un frein. À combien c'est un échec, à combien c'est une réussite? C'est ma dernière question. Mais je pense que c'est déjà un échec de ne plus être, comme lors des dernières deux élections, les élections sénatoriales, les élections législatives, le premier parti d'opposition. Souvent on se cale par rapport au sondage, donc on pourrait dire 15 ce serait déjà formidable. Être derrière le Rassemblement national, c'est quand même une difficulté, parce que je rappelle que le statut sortant des Républicains, c'est d'être le premier parti d'opposition. Mais pas par rapport aux dernières européennes,
européennes, puisque le Rassemblement national pas par rapport aux dernières européennes, qui était arrivé en tête. En tout cas, c'était le Front National. Ce qui est rare, c'est de reculer dans une élection sans être passé par la case pouvoir pour un parti comme les Républicains. Merci Emmanuel de toutes ces précisions. On va y revenir dans un deuxième moment, dans un deuxième instant. Avec vos questions, vous avez été nombreux à poser vos questions, à donner vos commentaires. Je salue notamment Claude, Jean, Citoyen, Monique, Daniel. On va tout de suite reprendre vos questions et on va essayer de voir pourquoi vous êtes aussi nombreux à nous dire que vous ne voterez pas pour une liste menée par François-Xavier Bellamy. Loin des sondages, en tout cas, il y a les ténors du parti et c'est peu dire que l'hypothèse Bellamy, ces dernières semaines, a fait couler beaucoup de salive chez les éléphants républicains. Il incarne la jeunesse et le renouvellement. Vous aurez noté que ce n'est pas tout à fait ma ligne politique. Il est beaucoup plus conservateur. Pour autant, je n'aime pas trop, par nature, par tempérament, les procès d'intention. Et je souhaite qu'on lui laisse sa chance. Et je ne vois pas en quoi il serait une mauvaise tête de liste. Je trouve que François-Xavier Bellamy serait un bon tête de liste pour deux raisons. La première, c'est un renouvellement. Il est jeune. Et surtout, c'est les convictions. C'est la refondation à partir des idées. Monsieur Bellamy, je ne le connais pas, mais c'est quelqu'un de talent, mais il y a beaucoup de gens qui ont du talent aussi, Dieu merci, en France. Moi, je dis simplement, attention à ne pas transformer les Républicains en un petit parti conservateur. Profil intéressant, il ne me correspond pas, j'allais dire, dans tous ses choix. Est-ce que c'est votre droite? Mais le sujet, c'est pas François-Xavier Bellamy, c'est est-ce que le projet que nous allons porter aux européennes est un projet qui va rassembler l'ensemble de la famille des Républicains. Voilà, et on reprend vos questions et on recommence avec Claude qui nous dit combien de femmes candidates et la parité dans tout ça. Alors les Républicains n'ont jamais été très bons pour la parité, même si aujourd'hui ils sont obligés dans la composition de la liste et on commence à le voir dans le trio. Donc on verra après en fonction aussi du nombre de places éligibles, il y en aura la moitié pour les femmes. Daniel nous dit, moi je suis sarkozyste et j'aimerais qu'il revienne. D'ailleurs c'est une question subsidiaire. Marion, c'est qu'est-ce que pensait Nicolas Sarkozy de cet attelage? C'était la question qu'on posait à Karl. Alors il n'a pas participé à la composition de la liste, donc il n'a pas été derrière en tirant les ficelles. Il a donné sa bénédiction? Oui, il est plutôt satisfait des trois noms qui sont sortis. Il les connaissait. François-Xavier Bellamy lui avait été le voir pour lui présenter son livre, donc agréablement satisfait, mais j'ai envie de dire sans plus. Ouais. Les chances de retour de Nicolas Sarkozy, Emmanuel? Les chances, dans un scénario de politique fiction, sortent de mon domaine de compétences. Les attentes de retour chez les sympathisants républicains, en revanche, sont fortes. Nicolas Sarkozy reste une référence. D'ailleurs, il y a plus de sympathisants républicains aujourd'hui qui attendent qu'il joue un rôle important qu'ils n'en attendent à l'égard de Laurent Wauquiez. Donc oui, ça reste un souvenir, le souvenir du dernier grand leader qu'ils aient eu. C'est d'ailleurs une des difficultés pour les républicains aujourd'hui. Les gens qui sont en tête de notre baromètre dans le Figaro Magazine, c'est plutôt Alain Juppé, c'est plutôt François Baroin, Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse, des gens qui ont pris quelques distances comme Xavier Bertrand avant Laurent Wauquiez. On sait d'ailleurs ce que pense ou ce que peut penser François Baroin après la nomination de ce trio. Je ne sais pas directement ce qu'il pense, mais la nomination, le choix d'Agnès Evren ne peut que le satisfaire. Après, comme l'a dit Emmanuel Rivière, il a quand même pris des distances tout en restant chez les LR et en jouant plutôt, lui, la carte des maires et de l'élu local. Pourquoi, d'ailleurs, ils sont les Estrosi, les Baroin, les Larcher, les Pécresse restent encore chez les Républicains alors qu'ils n'ont plus rien de commun avec notamment quelqu'un comme Laurent Wauquiez? Alors, je pense qu'il y a deux explications. La première, c'est qu'ils sont aussi attachés à leur famille politique et ils ont milité pour certains depuis 30 ans, 35 ans, donc il y a la volonté d'aider aussi de l'intérieur. Pour d'autres, c'est... Ils ne sont plus rien sans l'étiquette? Non, c'est l'idée qu'aujourd'hui, ils ne se retrouvent pas, mais qu'ils peuvent encore peser sur la ligne et qu'il est plus facile de peser à l'intérieur. En tout cas, c'est le choix que font certains qu'à l'extérieur. C'est votre point de vue également? Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on voit ceux qui sont partis, aujourd'hui, ont du mal à exister. Certes, Xavier Bertrand arrive à exister, mais parce qu'il a sa position de président de région qu'il a conquis face à Marine Le Pen. Mais autrement, c'est difficile. Donc, la carte qu'ils jouent, et on le sent là dans les réactions que vous avez lancées, c'est qu'ils jouent
Enfin, il mise sur un score assez faible de cette liste, et donc, au lendemain des élections européennes, d'essayer de modifier la direction des Républicains. Monique nous dit les Républicains ont du mal à se relever comme le PS. Alors, un peu mieux que le PS quand même. Même, j'allais dire, beaucoup mieux que le PS, mais ça, c'est pas une référence. C'est-à-dire que quand même, les Républicains, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, contrôlent le Sénat, contrôlent l'Assemblée des maires de France, contrôlent tout un tas d'institutions et sont le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. C'est pas rien. Certes, aujourd'hui, ils sont crédités d'intention de vote à un niveau qui est assez faible, mais ça reste toujours nettement supérieur au Parti socialiste. Un peu plus que le Parti socialiste. Mais non, mais voilà. Non, mais avec aussi la difficulté pour le Parti socialiste, qui n'a toujours pas sa tête de liste. On sait qu'à un moment, ils ont espéré envoyer Ségolène Royal dans un rassemblement de l'ensemble des forces de gauche et écologistes, sauf que Yannick Jadot a mis son feu rouge, a barré la route à Ségolène Royal. Et résultat, aujourd'hui, Olivier Faure se retrouve presque quasiment obligé d'y aller, lui, en tout cas, d'avoir émis cette hypothèse. Et il n'a personne de crédible pour le faire. Laurent Wauquiez, on peut critiquer, on peut dire effectivement que personne ne connaît François-Xavier Bellamy. On peut faire le pari ce matin que ce soir, la tête de liste des Républicains sera désignée, ainsi que les numéros 2 et 3. C'est quand même pas mal. Le citoyen nous dit le naufrage de la liste LR est hélas prévisible. Et Jean ajoute, comment voulez-vous gagner avec une opposition aussi divisée ? C'est une des caractéristiques de toute façon du paysage politique aujourd'hui. C'est-à-dire que Emmanuel Macron en marche sont en grande difficulté, mais dans un dialogue quasiment bilatéral maintenant avec le peuple français manifestant de diverses manières du reste. Et aucun des événements de ces dernières semaines n'a été une réelle opportunité pour les représentants des oppositions d'émerger. C'est-à-dire qu'on est dans la situation à la fois tout le monde pouvant être contre le gouvernement, il y avait une grande fragilisation, mais personne ne profite ni du mouvement des Gilets jaunes, ni de la déception à l'égard d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai qu'avoir des élections européennes qui viennent là-dessus, ces élections très ouvertes, à peu près sans enjeu, risque de reproduire ça. Les vraies élections structurantes, en fait, ce sera les municipales de l'année prochaine, parce que là, il faut s'allier pour gagner des villes, il faut clarifier des lignes, il faut dire avec qui on est, avec qui on n'est pas. Alors que pour les européennes, on n'a pas vraiment besoin de faire ça. Dans quel groupe, nous demande Claude, à l'Europe seront les LR et LREM ? Alors, sur LR, il n'y a pas de débat, c'est-à-dire qu'ils sont membres du PPE, qui est le groupe de la droite au Parlement européen, qui est le groupe majoritaire. Pour En Marche, on ne sait pas exactement dans quel groupe ils siégeront. Est-ce que c'est avec les libéraux, les centristes, entre guillemets, ceux dans lesquels se trouvent déjà les élus de François Bayrou, ou est-ce qu'il y aura une recomposition à partir d'autres groupes ? Ça, c'est aussi une des clés du scrutin. Sachant qu'Emmanuel Macron, si je ne m'abuse, avait essayé de faire exploser le Parti populaire européen, en tout cas le groupe du Parti populaire européen, et de reconfigurer autour de lui notamment. Il a essayé de faire la même stratégie qui a réussi en France, c'est-à-dire de faire exploser et la gauche et la droite, et de prendre un noyau central, sauf qu'évidemment, les choses ne se passent pas de la même façon en Europe, parce que c'est pas les mêmes pays, tous les pays ne sont pas au même niveau, et qu'il a une difficulté qui est qu'effectivement, le PPE et le PSE, alors le PSE est plus mal en point. Le Parti socialiste européen. Voilà, sont deux blocs sur lesquels s'est construit l'Union européenne. La probabilité, c'est quand même quelque chose qui se construise autour de la LDE, qui était dirigée dont le candidat la dernière fois était Guy Verhofstadt, qui est le groupe central, le groupe centriste, siège, comme vous le disiez, libéral. Avec là quelque chose qui peut se produire, c'est que la montée finalement des forces anti-européennes va se faire un peu au détriment du PPE, beaucoup et également du PSE, qui pourraient perdre à eux deux la majorité. Alors évidemment, on a tentation de les opposer, mais en fait c'est un partage des rôles et des responsabilités depuis des décennies entre le PPE et le PSE. Oui, sachant qu'il y en a un qui dirige pendant 2 ans le Parlement européen et l'autre qui dirige pendant 2 ans. Et là, ils auront vraisemblablement besoin d'un troisième larron pour pouvoir constituer ce mécanisme-là. Et c'est là où, effectivement, les députés, La République En Marche, trouveront sans doute un espace pour aussi peser sur l'avenir du Parlement européen. On revient aux Républicains. Jacqueline s'indigne. Pourquoi continuer à parler de Juppé puisqu'il n'est plus LR ? Parce qu'il n'est plus LR, mais il y a toujours sa figure tutélaire. Oui, c'est quand même un des fondateurs.
de l'UMP. C'est pas rien, ancien Premier ministre. Donc il pèse, même si il peut agacer un certain nombre de téléspectateurs ou d'électeurs. Il n'est plus membre dans la mesure où il n'a pas repris sa carte. Et on en parle parce que le choix qu'il va faire avec Raffarin, avec d'autres, de soutenir éventuellement, il n'a pas encore dit qu'il ne le ferait pas, la liste des Républicains ou de construire quelque chose avec Emmanuel Macron et la liste LREM, ça va être un des événements de la campagne des Européennes. Oui, ça c'est un des événements à suivre dans les semaines et les mois qui viennent. Oui, d'où l'habilité aussi de Laurent Wauquiez d'avoir nommé ce qu'on appelle, et Karl avait raison de le dire que les étiquettes bougent, mais un juppéiste, c'est aussi une manière d'envoyer un message à Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin. Et Benjamin nous dit sur Figaro.fr, Maître Agnès Séverin numéro 2 est une prise de guerre de Wauquiez. Il était prévu qu'Agnès Séverin soit la dauphine de Pécresse en Ile-de-France. Alors oui et non, parce que les relations entre les deux femmes se sont un peu rafraîchies. Pendant la campagne pour la Fédération de Paris, Agnès Séverin s'était retirée de l'organigramme de Libre, qui est le parti de Valérie Pécresse, avec l'idée qu'il n'y ait plus de clan, qu'il n'y ait plus de chapelle. Donc voilà, c'était une évolution de la vie politique parisienne. On va voir ça. Une toute dernière question. Selon votre analyse et selon vos informations, finalement, est-ce que ce trio est une opportunité ou est-ce qu'il peut nuire aux Républicains pour ces européennes ? Pour l'instant, ça démarre plutôt pas mal. Encore une fois, il y a l'effet de surprise, des nouveaux visages, ce que demandent les Français, un peu d'expérience aussi, donc plutôt bilan positif. Il faut croire à la vérité des campagnes électorales. C'est ce que disait tout à l'heure Emmanuel. Mais oui, personne aujourd'hui ne connaît vraiment les capacités de François-Xavier Bellamy dans un débat face à Bardella, qui est tout jeune, mais qui a l'air d'être quand même très bien structuré au Rassemblement national, face à Manon Aubry, qui est toute jeune aussi, mais qui est bien formée par la France insoumise, face au candidat de La République En Marche, dont on n'a pas encore le nom. Et face à Yannick Jadot également. Et face à Yannick Jadot. Ça sera quand même un débat de grande gueule. Qui est plus ancien, mais qui a son modèle, face à Nicolas Dupont-Aignan. Donc voilà. Or, on sait que ce sont pendant les campagnes que, alors là, je parle sous le contrôle d'Emmanuel Rivière, mais que se font et défont des aventures électorales et des listes. Et particulièrement pour les européennes. Vraiment, c'est très très fluide, les européennes, par rapport à d'autres campagnes électorales. Après, le fait... Il y a une marge de manœuvre dans l'opinion, en tout cas, pour LR ou pas ? Il y a une marge de manœuvre pour tout le monde, à la hausse comme à la baisse. Là, on est dans un moment particulier. Non, c'est à la hausse, là. Oui, bien sûr. Mais on est dans un moment particulier où les gens, en fait, sont passionnés par ce qui se passe en France. Ils ont l'impression qu'il y a un moment démocratique, évidemment, un tout petit peu agité. Mais ils ont tendance à faire beaucoup moins attention aux formes classiques de la vie politique. Et notamment, les partis politiques les intéressent assez peu. Donc, est-ce que ces trois-là, et est-ce que d'ailleurs, tous ceux qu'on vient de citer, les têtes de liste totalement inconnues des Français, vont réussir à attraper la lumière? Est-ce qu'on est dans un moment où on dit finalement, quand il y a du débat, quand il y a de la pédagogie, quand on arrive à faire passer des messages, quand les gens apprennent quelque chose en écoutant des politiques, ah là, ils peuvent s'y intéresser. Moi, je serais assez tenté de faire ce pari-là. Et du coup, le talent oratoire, effectivement, la capacité à incarner au-delà d'une personnalité, un vrai projet, une vision, peut payer, mais on peut aussi avoir finalement, parce qu'il n'y a pas de vraie tête d'affiche, une élection qui va souffrir en termes de participation, avec beaucoup du coup d'inconnus. Ok, on verra ça justement. On va en reparler dans quelques minutes puisque Nadine Morano est l'invitée du talk. On ne sait pas si elle figure sur la liste encore. En principe, elle figure sur la liste et est en bonne place. On en reparlera sans doute avec elle. On lui fait confiance. Ce soir, vous avez également rendez-vous avec Point de Vue. Autour de Marie-Amélie Lombard, il y aura Olivier Duhamel, Perico Légas et Alexis Brézé. Je vous rappelle le grand débat qu'organise Le Figaro Magazine. Et on attend vos contributions écrites et en vidéo. Il faut les envoyer à débat figmag, lefigaro.fr. Vous allez avoir tout de suite la bande-annonce. On se retrouve demain et on va parler d'un autre sujet d'actualité, mais qui sera loin de la France et de l'Europe. Ce sera le Venezuela. À très vite sur Figaro Live.